Bonjour et excellent réveil à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Puisqu'on est la première semaine du mois de janvier et puisque c'est ma première émission avec vous, j'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Et puis, on espère aussi que la paix règne dans ce monde et que la bonté prenne le dessus sur toute méchanceté et toute mauvaise intention. Alors, merci encore une fois d'être avec nous dans cette matinale. Nos invités vont essentiellement évoquer le patrimoine dans de différentes manières, entre autres donc Kamal Eftisen, cet architecte paysagiste qui viendra nous parler de la valeur aussi de ce patrimoine qui est perché dans nos montagnes, tous ces beaux petits villages, ces joyaux du Durdura entre autres, mais d'autres contrées également qui résistent au temps et pourtant l'architecte nous dira qu'ils sont quand même assez fragiles, ces ensembles architecturaux, et donc on parlera de cette fragilité aussi de la manière de les préserver. Dans cette matinale, nous retrouverons également Samira Hadjamar qui, elle, nous emmènera droit au Tassili Nadjer pour parler justement des joyaux du parc du Tassili, en l'occurrence Ehrir, ce village, mais aussi une très belle guelta classée donc au patrimoine mondial de l'humanité. J'y arrive bien sûr pour être peuplée depuis l'ère néolithique. En tout cas, le détail, on l'aura avec Samira Hadjamar qui, elle, vraiment s'est penchée sur la question d'Ehrir et de sa vraie valeur. Donc, dans cette matinale, nous aurons le plaisir de recevoir Kamel Nour, qui est un artiste peintre, exposante actuellement au niveau du musée d'art maritime. Ses toiles ont séduit le public qui passe par justement ce musée. Elles décrivent un peu la baie d'Alger, la beauté aussi de ce littoral algérien, mais aussi tout un pan de notre patrimoine, la Casbah entre autres. L'artiste donc qui est enfin très engagé pour la promotion du patrimoine algérien sera parmi nous ce matin. Donc je disais Kamel Nour. Et puis en parlant de Nour, je dirais aussi que Fella Ben Nour sera avec nous ce matin puisqu'elle met en relief des talents certains dans le domaine économique. Aujourd'hui, elle nous parlera d'une start-up donc issue de l'immigration, donc qui a pu jouir et profiter de toutes les mesures de facilitation offertes par notre gouvernement tout récemment. Donc Fella sera parmi nous ce matin pour nous en parler, ainsi que Yazid Ait Mahiddin, donc pour son éditorial de ce matin, donc qu'on découvrira dans un instant. Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. C'était l'essentiel de la composante de cette matinale. Et puis tout de suite, comme d'accoutumé, on commence toujours notre magazine par un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amel Laribi qui est prête à vous servir. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour. Bonjour Nadia. On a mis ses pulls verts, ça y est. Il fait froid. Ça commence à se rafraîchir. Ça bien, oui. Eh ben, je vois le sourire radieux qui s'est affiché. Oui, franchement, on a eu de bonnes pluies quand même. Hein. Oui, excellente. Et puis il y a eu des neiges, j'imagine, sur les cimes des montagnes. Oui, exactement. Très bien. Alors, que nous disent les cartes aujourd'hui, Amel? Allons-y. Alors, bon réveil et bonjour à tous. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura de la brume matinale sur les régions de l'ouest, également sur les hauts plateaux, ouest, centre et est, avec un ciel passagèrement nuageux, mais un ciel souvent nuageux par contre, près des côtes centre et est, accompagné d'averses orageuses et parfois aussi accompagné de grêle. Et à noter des vents assez forts sur les côtes centre et est, qui peuvent même atteindre jusqu'à les 80 km/h sur les côtes est, donc soyez très très prudents. La moitié sud, eh bien, on aura un ciel dégagé à peu nuageux. Et avant d'oublier, on aura aussi durant cette matinée quelques flocons de neige sur les sommets du centre et l'est qui peuvent atteindre les 1300 mètres d'altitude durant cette matinée.
Eh bien, avec l'arrivée de la neige, les températures seront plutôt fraîches. Le minimum 7 degrés seulement à Al-Bayr de Djelfa, 8 Tiaret, 12 à Tizi Ouzou, 10 degrés à Batna, 11 Constantine, Sétif, Naba, 15 Alger, Oran, 16 degrés à Tlemcen, 16 degrés également du côté de Biskra et Bécha, 17 Gardaïa, 20 degrés à Ilizi, 23 Insalah, 22 Tindouf, Janet, 28 à Ingzem et 30 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, elle sera très agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes, mais plus sur le centre et l'est. Des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest, 40 à 60 km/h sur les côtes centre et est. Et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest sur pratiquement toutes les côtes. Et on va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe où quelques flocons de neige intéresseront la ville de Vienne, nuageux à Berlin, Paris, des passages nuageux à Lisbonne et également Madrid, des pluies attendues à Istanbul et un temps peu nuageux du côté de Moscou. Le mercure affichera 1 degré seulement à Berlin, 2 à Vienne, 16 à Moscou, 9 à Kiev, 5 à Londres, 4 à Paris, 12 à Rome, 11 à Lisbonne et 6 degrés seulement à Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع. De très belles images, voilà, qui ont dû vous faire plaisir, Amel. Oui, franchement, oui. Il faudra programmer le week-end pour profiter de cette neige qui s'est posée sur les hauteurs de nos montagnes. Il y en aura encore, il y en aura encore. Et pas seulement sur les hauteurs, dans les hauts plateaux en général, la neige prend vite. Et oui. on a un beau manteau comme ça dont les habitants profitent en général. Exactement. Voilà. Merci à tous ceux qui sont avec nous, comme d'accoutumé. Nous n'oublions pas nos frères palestiniens dans chaque émission de Bonjour d'Algérie. Nous rendons hommage aux martyrs de Gaza à travers des chants. Voilà, c'est ce qu'on peut faire actuellement. De toute façon, je pense que l'humanité entière se sent impuissante face à cette injustice et ce génocide qui perdure. Donc tout de suite, on écoute Hamoud Al-Khadr qui nous interprète Palestine Biladi. Au revoir, Amel. Au revoir. Et nous avons plaisir de recevoir un artiste tout de suite, un artiste bien d'ici, qui a son ancrage dans cette Algérie multiple et plurielle. Donc il dessine justement tous les contours et toute la beauté de cette Algérie sur ses toiles, sur ses œuvres artistiques. Aujourd'hui, il expose au musée d'art maritime et nous avons vraiment le plaisir de recevoir Nour Kamel ce matin. Bienvenue. Merci beaucoup pour la présentation et merci aussi beaucoup pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir, de rappeler aussi aux téléspectateurs qui n'ont pas toujours l'information facilement qu'il y a une très belle exposition qui les attend dans ces voûtes, Khair el-Din, qui sont très belles, qui ont un cachet particulier. Donc, vous n'avez pas eu peur d'affronter ce lieu, je dirais ? Justement, pour la première fois, c'était pour la première fois que j'expose dans un musée. Oui. D'habitude, c'est dans les grands hôtels de la capitale d'Alger. Maintenant, pour une première, au musée public national maritime d'Alger. Donc, un endroit fabuleux. J'avais de l'enthousiasme beaucoup d'exposer pour la première fois là-bas. Ça a été très bien.
Donc on a fait un vernissage le 24 décembre passé, ça a été super bien, il y avait du monde. Oui, ceux qui ne connaissent pas les lieux, c'est vrai que quand vous exposez dans un autre musée ou dans une galerie ou dans un hôtel, il y a des cimaises, il y a des murs blancs ou des murs d'une autre couleur, mais là ce sont des murs en pierre à l'état brut. Absolument. C'est ça qui... Oui, le lieu, c'était un lieu magnifique et puis il y avait du grand espace, idéal pour mes grandes peintures. Oui. Et un peu cet aspect rustique de l'intérieur qui a charmé mes invités. Il faut dire que le musée n'est pas bien connu parmi les Algériens, mais c'était l'occasion aussi pour faire connaître ce lieu emblématique pour mon public et me faire connaître aussi à travers cet endroit fabuleux. Très bien. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc on va dire un petit peu ce que vous présentez comme travail. C'est en fait cette exposition, vous l'avez, elle est un peu thématique. Elle porte un titre c'est Murmures méditerranéens. Donc c'est un regard porté sur la Méditerranée, mais aussi sur la baie d'Alger, n'est-ce pas? Sur les endroits emblématiques, surtout la baie d'Alger, l'Amirauté. Le littoral d'Alger en général, Cherchell aussi, le port de Cherchell. J'ai surtout travaillé les ports et la mer aussi, pour démontrer aussi à quel point la mer Méditerranée est importante pour les Algériens. C'est un endroit de rencontre, un endroit de villégiature pour les familles algériennes, tous les Algériens aiment la mer. C'est un endroit de détente, de soirées, de vacances. C'est vraiment un lieu de repos c'est une sinécure d'être face à la mer et de méditer justement. Absolument. Quand on est en face de la mer, on plonge tous nos soucis, on oublie tout, on oublie la vie. Ouais. Et là, vous proposez un ensemble de toiles de grand format où on revisite avec votre regard. Et c'est vrai qu'on se dit, voilà, il y a déjà des peintres qui ont mis en relief ces espaces, ou bien la Casbah, entre autres, qui est présente aussi dans cet ensemble. Mais c'est vrai qu'on ressent quelque chose. Vous essayez de susciter l'émotion à travers tout ça. Oui, c'est ça le but à travers les grandes peintures. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je peins sur les grands formats. Les grands formats, si vous voulez, projettent plus d'émotions. Je me sens en tant que peintre, artiste, je me sens plus libre à exprimer mes émotions. Par la suite, cette émotion se reflète facilement sur celui qui regarde. Donc, surtout, je voulais communiquer les émotions. Quand on est en face de la mer, les vagues, l'écume de la mer, vous voyez, quand vous êtes en face... On va voir d'ailleurs des images, je pense que la réalisation va nous aider à découvrir, tout en décrivant ces espaces que vous citez à l'instant, toute cette beauté que vous décrivez, on va la voir aussi en images en principe. Oui, très bien. Et aussi, je voulais aussi parler et dire que la mer est une échappatoire pour l'Algérien, c'est une thérapie quotidienne pour tous les Algériens, surtout les habitants du littoral aussi. C'est une mer aussi Méditerranée qui raconte tout un pan d'histoire dans ce musée. En fait, plutôt c'est le musée qui raconte tout un pan d'histoire de cette mer Méditerranée. Il est mitoyen de cet espace mythique, donc l'Amirauté d'Alger, qui raconte tout l'héroïsme des corsaires d'Alger, de toute cette vieille Médina qui résistait au temps et aux ennemis. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai une toile emblématique, très emblématique de cette thématique. Ce sont les corsaires. Oui. Donc, 2 bateaux corsaires. Nous allons peut-être revoir tout à l'heure une grande peinture de 2 bateaux corsaires du fameux Kherdin Barbaros et avec un bateau pirate. Donc, c'est une toile imaginative que j'ai créée selon mes recherches, à partir de mes recherches, à travers aussi mes imaginations. Et aussi, je voulais aussi raconter l'histoire de l'Algérie, l'histoire du littoral algérien.
Et bien que je ne suis pas spécialiste, mais par contre, j'ai laissé sur place les spécialistes parler durant le Oui, on vient de vernissage. voir justement cette assistance à travers cette petite vidéo que vous avez amenée. Oui, on voit justement toute cette assistance qui a pu redécouvrir cette histoire. Oui, très bien. Et le jour du vernissage, c'était l'occasion aussi de recevoir Madame Fella Endelousia, que je salue à l'occasion ce matin, écrivaine et poétesse algérienne qui a vraiment collaboré à cet événement. Je la remercie beaucoup. Je remercie aussi la directrice du musée de m'avoir accordé surtout cette occasion unique. Ah ben voilà, on les a vus, les bateaux corsaires. Hein. Oui. Furtivement, mais on va les revoir petit à petit à travers les images que vous avez bien voulu partager ce matin. Et voilà, en grand format, on pénètre directement dans ces espaces qu'on voit au quotidien, mais la couleur est complètement exaltée hein, dans ces espaces que vous proposez ou ces toiles que vous proposez. Alors, je voulais aussi varier un peu ma palette de couleurs. Bien que je ne voulais pas idéaliser l'Algérie, bien que à la base l'Algérie est belle. Absolument. Donc, je voulais montrer. Pas besoin d'en faire beaucoup, il suffit juste de rapporter l'émotion suscitée par ces espaces. Je voulais montrer le vrai visage de l'Algérie. Le vrai visage de l'Algérie est un beau visage. Donc, il faut dire quand même que la baie d'Alger est classée la deuxième baie, la plus belle baie au monde, après celle de Rio de Janeiro. Donc c'est une belle occasion pour montrer ça, notamment aux étrangers qui ont visité le musée aussi. Très bien, excellent. En tout cas, vous exposez actuellement, parallèlement à l'étranger aussi, vous mettez en relief toute la beauté de notre patrimoine. Vous êtes présent au Texas également. Alors, je ne suis pas physiquement présent. Oui, mais vos œuvres vous représentent. Mais heureusement, d'ailleurs, mes œuvres voyagent un peu partout. Surtout, je suis fier du fait que c'est le patrimoine algérien qui voyage à travers le monde. C'est le plus important pour moi. Donc c'est l'Algérie qui voyage, qui est présente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains étrangers ne connaissent pas du tout le pays et ils voient uniquement le désert dans les images qu'on a véhiculées de l'Algérie. Et là, ils sont toujours étonnés de découvrir une belle montagne, de découvrir ce littoral magnifique, ces ports que vous mettez en beauté dans vos toiles, donc Cherchel, Sidi Foraj, etc. Donc on va revisiter tout cela grâce à un reportage concrétisé par Hamid Rebouh, notre reporter, qui a été sur les lieux, qui a été aussi un peu séduit par cette exposition. Il nous en a fait le compte-rendu. On va découvrir ces images et revenir juste après. C'est sous les voûtes Khaireddine au sein de l'amirauté d'Alger que l'artiste peintre Kemal Nour expose ses œuvres, des œuvres qui s'intéressent au patrimoine et au sein de la vie quotidienne d'Alger. Ces toiles, mélange magique de couleurs et de teintes chaudes et harmonieuses, célèbrent l'Algérie à travers le soleil éclatant du pays, la mer Méditerranée et ses maisons blanches. L'artiste ne se cantonne pas à une seule thématique. Il diversifie son imaginaire. Il aborde plusieurs sujets, dont la Casbah d'Alger, et d'autres scènes inspirées des lieux visités qui ont eu une emprise sur son inspiration, à l'exemple de l'amirauté d'Alger. جاتنا هذه الفرصة باش نشوفوا متحف لاميغوتي فوالا بون شفنا نبدا من التاريخ تاع بلادنا سيتي تري انتريسون و اون بليس اون سيت اون ديكوفيرت تانيك تاع ان بانتر الجيريان اللي ما كناش نعرفوه سي بيان كمال نور عجبتنا بزاف الخدمه ديالو سي لا بروميير فوا اللي نجي لهنا عجبني الحال لو بانتر يعطيه الصحه سي لا بروميير فوا كو جو ديكوفر لي تابلو تاوعو دار خدمه ما شاء الله et même les tableaux تاوعو ils sont variés خدمته شابه جيسبر يعاود يدير واحد اخرين يدير في بلايص واحد اخرين ماشي غير هنا.
Le regard du visiteur est saisi par tant de couleurs qui structurent la surface des tableaux, des couleurs qui s'illustrent tant par leur finesse que par leur limpidité virginale. De cette limpidité émane une lumière avec une splendeur solennelle. Kamal Nour affectionne particulièrement les grands formats, offrant ainsi une plus grande liberté à son expression. L'artiste peint l'immensité de l'Algérie. Je suis très heureuse d'être venue et d'avoir visité ce musée et d'avoir découvert le patrimoine et le paysage algérien sous de nombreux tableaux colorés et animés, faits et dessinés par l'artiste Kamel El-Nour. Et j'ai pu découvrir une nouvelle partie de l'histoire de notre patrimoine algérien. Je trouve que c'est une chance d'avoir ce genre de musée, Fedzaïr, pour découvrir notre patrimoine et notre richesse culturelle. Et ces tableaux sont vraiment magnifiques et représentent très réellement la beauté de l'Algérie. Ces peintures sont des créations dont le processus est nourri par des sentiments, des poésies et d'expériences personnelles. C'est cela qui fait la richesse picturale de l'œuvre, que l'artiste s'emploie avec autant de sincérité que de passion à partager avec le public. Cette exposition offre une occasion unique de plonger dans l'âme de l'Algérie, capturant la beauté méditerranéenne, une beauté qui nous fait voyager dans un univers de formes et de couleurs sans limite. Les limites, notre artiste ne les connaît pas parce que c'est vrai que l'étoile montre cette beauté décrite à l'instant par notre reporter, mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est tout un processus de création que vous ne connaissez pas, qu'on va découvrir et dont nous parlera Kamal Nour ici présent, parce que je ne sais pas si, voilà, vous avez filmé ce moment de création, donc à chacune de ces toiles, c'est un moment spécial, ça frôle la performance. Justement, derrière ces toiles, ces peintures, il y a 2 années de travail, oui. 2 ans de recherche surtout. C'est la recherche qui prend beaucoup de temps. Oui. Donc les déplacements aussi, les prises des vues, des photos. Donc à la base, moi je travaille avec des prises de photographie. Après avoir pris des photos un peu partout d'Algérie, je les reproduis par la suite en peinture. Oui, la photographie a fait partie de vos premiers amours. Vous avez tout testé, la sculpture, le dessin, peut-être la céramique, non, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez testé beaucoup de supports avant d'être plus stable sur ces belles toiles que vous présentez au public. Oui, je me suis senti finalement à l'aise dans la peinture à l'huile. Les grands formats, comme vous voyez. C'est vraiment mon domaine. Je me sens plus à l'aise dans la peinture que dans d'autres formes artistiques. Et il est vrai qu'il y a tout un fond documentaire derrière chaque toile, comme vous dites, mais il y a aussi beaucoup de spontanéité. On va le voir. On va vous voir exécuter l'une de ces toiles qu'on vient de voir et vous allez commenter juste après. Voilà. Vous pouvez en tout cas commenter tout de suite. Hein. Là, vous êtes déjà dessus. Oui, alors cette peinture, donc je l'avais prise, la photo, à la base, je l'avais prise de la montagne de Bouzaréa, juste au-dessus de Notre-Dame d'Afrique. C'est un des plus beaux promontoires d'Alger, donc ça offre une très belle vue sur la baie. Oui, c'est une vue, donc c'est un endroit qui me permet de voir l'ensemble de la baie d'Alger, une vue panoramique de la baie d'Alger. C'est vrai que le sujet était difficile, mais ça voulait la peine. Il y a énormément de détails, contrairement à ces 2 petites embarcations qui vous ont demandé très peu d'efforts, dans la mesure où vous avez tout en tête et que vous n'aviez même pas besoin de revenir à une photographie éventuellement. Ouais. Là, voilà, vous complétez avec la baie qui s'étend jusqu'à l'autre côté, du côté de Borj El Bahri, n'est-ce pas? Jusqu'à la nouvelle mosquée aussi. La nouvelle mosquée, donc, qui est apparente à l'horizon aussi. Ouais. Non, c'est agréable de vous voir peindre parce que je disais que ça relève presque de la performance artistique.
Parce qu'en général, c'est un moment de solitude hein, quand on peint. Mais vous, vous êtes là, vous exposez votre démarche et le cheminement et l'aboutissement de chaque toile. Absolument. Il faut dire que la solitude est très importante pour un artiste, pour prendre du recul, pour réfléchir, cogiter, au plus, pour se concentrer sur son travail. Aussi, c'est là où on est vraiment le plus performant. Donc, la solitude, c'est vraiment une qualité dans ce sens-là. Voilà. Mais à un moment donné, votre atelier ne désemplit jamais d'ailleurs d'amis. Vous recevez beaucoup dans votre atelier. C'est au-delà de l'atelier, c'est un lieu de rencontre, carrément. Absolument. Un lieu Et merci beaucoup d'avoir dit ça. Oui. Alors, c'est un endroit de rencontre, de convivialité. Je reçois mes clients par la suite qui sont devenus des amis proches. Donc forcément, ils me rendent visite et puis ça me fera énormément plaisir de voir oui, comme leur ça. réaction à chaud, j'imagine. Ça m'encourage beaucoup aussi de voir d'entendre des feedbacks comme ça positifs, des compliments aussi. Même vos convives et vos invités voilà, ont certainement beaucoup de bonheur d'être dans cet espace privilégié en exclusivité avant le grand public, hein, de pouvoir voir toutes ces toiles. Oui, absolument. D'ailleurs, quand je peins, je tiens toujours à montrer avant même l'exposition, à montrer ce que je fais. Pour moi, c'est une étape inévitable et presque importante pour vous. Importante. C'est impossible pour moi de ne pas montrer mes œuvres avant le jour du vernissage. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'entendre déjà au préalable l'avis de mes amis, de ma famille proche. L'avis qui est d'ailleurs très importante pour moi. Ça me permettra d'anticiper un peu les remarques du grand public par la suite. Donc c'est pour ça que je tiens à montrer au préalable mes peintures avant chaque exposition. Très bien. Dans le musée national maritime, vous mettez en relief la beauté de la baie d'Alger, mais aussi cette histoire de la baie d'Alger que vous connaissez presque par cœur sans avoir été chercheur quelque part. Presque par cœur, j'aimerais bien. Par contre, je fais toujours des recherches sur l'histoire de l'Algérie. Et une grande histoire de l'Algérie aussi, et une histoire très profonde, en plus très riche. Et puis moi, j'ai retenu l'essentiel, le plus important dans le littoral d'Alger. Aussi, j'ai retenu aussi l'histoire de Sidi Fradj. D'ailleurs, comme vous voyez sur le reportage de M. Rebouh, que je salue d'ailleurs, je remercie pour ce joli reportage. Vous voyez dans le reportage de M. Rebouh, il a filmé le Sidi Fradj. Un endroit très emblématique d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc moi je peins et je laisse sur place les spécialistes nous expliquer l'histoire de ce lieu. Très bien, un très bel échange en tout cas, dont a profité le public de ce beau musée. Le public, bien sûr, n'a pas accès tous les jours à cet espace. On rappelle que c'est le lundi, je pense. Alors, c'est 2 fois par jour. Donc, c'est le mardi et le jeudi, de 9h à 16h. Le mardi et le jeudi, de 9 à 16h. Le public peut venir vous rencontrer sur place, découvrir ce beau lieu. Chargé d'histoire, mais aussi ces toiles aussi qui sont chargées d'émotions et d'histoire. Donc vous êtes également présent dans un autre lieu parallèlement. Oui. Donc cette exposition aura lieu jusqu'au 24 du mois de janvier en cours. Jusqu'au 24 de ce mois-ci, et peut-être il y aura une prolongation. Et puis en parallèle, en même temps, je suis en exposition à Sofitel, à l'hôtel Sofitel Hama Garden. D'accord. Donc juste en même temps avec une nouvelle thématique. Toute une autre thématique donc sur les Touaregs, les hommes bleus, l'extrême sud de l'Algérie. Il y a d'ailleurs une belle écharpe qui rappelle ces... Oui, absolument. Voilà, ces nobles Touaregs et cette population extraordinaire dont on parlera d'ailleurs dans une séquence suivante. On va revenir sur cette population, sur le Tassili Najer en l'occurrence. Mais qu'est-ce qui vous séduit le plus chez un Touareg ? Tout. Absolument tout. Donc leur mode de vie libre, c'est des personnes libres, c'est des gens libres. Et moi j'adore, en tant qu'artiste, j'adore la liberté. Oui, vous êtes très spontané sur la toile et sur ces supports vraiment qui sont en grand format, qui vous permettent justement de vous évader au maximum. En plus, les Touaregs m'ont appris la patience, m'ont appris le sacrifice,
m'ont appris beaucoup de valeurs, m'ont vraiment appris le sens de l'aventure, le sens le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement, le respect de l'autre. Absolument. Effectivement. Ce sont de nobles citoyens, les Touaregs. On les salue, on leur souhaite vraiment tout ce qu'il y a de bon en cette année 2024. C'est autant pour vous. Oui, ce qu'il y a aussi de plus marquant dans la population des Touaregs, c'est leur accueil, leur convivialité, leur spontanéité, comme vous dites, et surtout le fait qu'ils vous adoptent. Donc, ils sont très naturels avec les autres, et c'est ce qui m'a vraiment frappé chez eux. Entendu. Donc, en tout cas, ils sont très présents sur beaucoup de vos toiles et beaucoup de portraits aussi, donc de Targui et de Targuillettes, je dirais. De scènes de vie aussi. Oui. Et de scènes de vie donc du sud algérien. En tout cas, merci de m'avoir permis d'avoir cette petite transition. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne chance pour cette belle exposition abritée, on le rappelle, par le Musée national maritime, donc d'Alger, et qui se trouve à côté de l'Amirauté, pour ceux qui ne le savent pas, que vous pouvez visiter les mardis et les jeudis, entre 9h et 16h. Voilà. Très bien. Donc, j'espère que vous profiterez. C'est jusqu'au 24 et ça risque d'être prolongé, comme nous le disait Kamal Nour ici présent. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis ce matin. Donc, on poursuit notre petit bonhomme de chemin jusqu'à 9h30 et on va continuer de parler de patrimoine. On va parler justement du sud algérien après cette petite transition, un reportage concrétisé par Saïda Mayouf qui s'est déplacée à Bou Saada, l'une des perles et des portes du désert. Bou Saada, la cité du bonheur au sud-est de la capitale Alger, une ville façonnée par différentes influences, notamment romaines et ottomanes. Sa vieille ville, fierté des Bou Saadis, regorge de sites et monuments historiques et des quartiers ayant préservé leur cachet d'antan. Bou Saada, c'est une ville très ancienne. Parmi les villes historiques, les moyennes villes historiques de l'Algérie, on peut dire même de la mer Méditerranée, parce qu'elle a été classée dans un organisme international, le bureau c'est en Italie, à Sassari, comme ville, moyenne ville historique, parmi les villes de la mer Méditerranée. Et c'est grâce à ce quartier, le Ksar, l'Argoub, le Dhmida, le Mouamine, toute l'ancienne Médina, c'est grâce à ça que Bou Saada a ce charme qui a intéressé, qui a été visité par de nombreux peintres européens. C'est grâce à cette vieille Médina et à l'Oasis que plusieurs films américains, italiens, français qui ont été réalisés à Bou Saada depuis les années 23. Au détour d'une ruelle, c'est le moulin Ferrero qui s'offre au regard, toujours debout en dépit des aléas du temps, offrant une perspective magnifique sur la vallée. Pas loin de là se dresse le fort Cavaignac, communément appelé la tour d'horloge. Un ancien bâtiment vieux d'un siècle et 2 décades, perché sur un rocher surplombant la vieille ville. حصن كافينياك هذا الحصن الذي تم تأسيسه سنة 1849. Le fort Cavaignac, ou la tour d'horloge, a été bâti en 1849. Il est perché à une altitude permettant de contrôler tout mouvement à l'extérieur. Il est réputé pour avoir été d'un grand apport pour les Moudjahidines lors de la résistance des Atcha. À quelques encablures de ce patrimoine matériel dont s'enorgueillit la Médina, des senteurs enivrantes émanent du café djessois remontant à l'an 1914. En y pénétrant, vous plongez dans l'histoire riche des ancêtres où chaque recoin de ce modeste endroit vous conte son vécu glorieux. Ce café datant d'un siècle et 11 années appartenait à mon arrière-grand-père et en 1953, il a été baptisé Café de la Brise par le docteur Farhat Abbas. La nature du café djessois a acquis une grande popularité auprès de la population, surtout que jadis il se préparait sur feu de bois.
Ici, ce bon café se consomme davantage avec l'armoise, une plante très abondante dans ces régions stépiques et semi-arides. La Cité du Bonheur offre sans nul doute aux visiteurs une découverte surprenante et un voyage à travers le temps dans sa culture, son histoire et sa beauté captivante, notamment à travers sa sublime oasis réputée pour être la plus proche de la Méditerranée. Boussaada ouvre ses portes sur le désert et les étendues justement du sud algérien. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au Tassili Nadjer, en l'occurrence avec Samira Hadjamar qui vient de s'installer. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Très bien. Oui. Alhamdoulilah. Bon, en tout cas, cette année, on n'a pas eu l'occasion de visiter Janet, de revisiter Janet. On n'a pas eu la chance d'y aller. Voilà, beaucoup de chance. Voilà, ceux qui l'ont visité cette année ont dû avoir beaucoup de chance de passer. Qui sont en train de la visiter. Qui sont encore en train de la visiter. Il y a beaucoup de monde, d'autant plus qu'il y a des vols qui ont été rajoutés, des vols même de l'étranger vers Janet directement, vers le Tassili Nadjer. Voilà, et puis nous aurons aussi le plaisir d'avoir le récit de notre ami Yazid Aït Mahidid ce matin par rapport à plusieurs aspects. Il va nous résumer rapidement. Ben oui, on va parler en fait de... Bonjour Samira, ça va? Et puis il y a aussi des missions archéologiques. Hein. Oui, il y a des missions archéologiques à Janet. En ce moment? Oui, en ce moment. Ah, bien. Ben oui. Il faut nous envoyer mail. Hein. Oui, pourquoi pas. Donc ils vont explorer des sites qui n'ont pas été explorés depuis... Ça, c'est une très bonne nouvelle. Excellent. En fait, je vais parler enfin de l'Olivier. De la Palestine. De la Palestine, d'un personnage algérien, d'une femme qui est morte pour la Palestine, une Algérienne. Et je vais parler également de l'Afrique du Sud, puisque le 11, cette plainte donc, aura lieu. Et puis, on termine donc avec l'Afrique du Sud. Et puis, aussi un clin d'œil aux Aurès, puisqu'on va parler aussi de Yannayer et de cette célèbre fête de Thakours, où l'on joue un petit hockey à l'algérienne, en fait. Absolument. Donc, merci pour ce petit résumé, Yazid. On va bien sûr, honneur aux dames, on va commencer avec Samira ce matin. Samira, donc, on va droit à Janet. Alors, Janet, qui est à plus de 1600 km d'Alger, c'est au sud-est d'Alger. Alors, pourquoi c'est important? C'est dans le Tassili Nadjer. Je voulais parler surtout de la vallée de Ihrir, ou Ihrir, avec E ou sans E, qui est située au cœur du Tassili Nadjer. Tassili Nadjer, bien sûr, il est connu mondialement, puisqu'il est classé depuis 1982 au patrimoine mondial. C'est un territoire qui s'étend sur plus de 72 000 km, donc c'est énorme. Un des plus grands, mais j'ai à ciel ouvert. Un des plus grands, oui, ça raconte toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près, ce qui a été, moi j'arrive pas à voir, ce qui a été répertorié, c'est plus de 15 000 gravures rupestres. Alors ces gravures rupestres, elles racontent le quotidien, le climat, la faune, la flore, l'histoire de l'homme depuis à peu près 10 000 ans avant notre ère. Donc c'est néolithique, ça remonte à très loin. C'est une grande histoire. Et puis il y avait des vernissages, hein. Il y a eu des artistes peintres qui exposaient, ils invitaient les gens à regarder ces... Il faut croire autour d'un feu, ils dansaient. Ouais. C'est comme ça qu'on s'imagine. Il faut croire qu'ils étaient excellents parce que les peintures, les textures, tous les ingrédients qu'ils ont utilisés pour dessiner leur quotidien, les pigments, toujours, j'ai toujours ce problème avec ce mot. Pigments, reste jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y ont avait résisté au temps et aux époques. Radia qui est spécialiste... Moi, je n'ai jamais été spécialiste, mais j'ai une amoureuse. Une amoureuse. Oui, une amoureuse, une passionnée des arts plastiques. Il y avait quand même du semi-figuré, du figuré, de l'abstrait. Oui, absolument. Et même, voilà, on peut même voir des aspects futuristes dans certaines d'entre elles. Oui. Au Tassili, oui, absolument. Alors, ce qui est un peu étrange et curieux, c'est les formes géométriques. C'est toutes ces formations rocheuses qui, avec le temps, et l'usure bien sûr, a donné des formes incroyables. Mais ce qui est encore plus incroyable, peut-être, c'est que dans la vallée de l'Ihrir, au Tassili Nadjer, c'est qu'il y a eu des crocodiles jusqu'en 1900, je crois, jusqu'au début des années 30. Il y avait des petits crocodiles, des spécimens qui vivaient là-bas, mais au-delà, il y a eu énormément de bovins, de rhinocéros, d'animaux comme ça qui ont vécu.
C'est une réserve biosphère, c'est une réserve de l'homme protégée depuis 1986. C'est aussi une zone humide préservée et à préserver depuis 2001 par Ramsar. Exactement. Oui. Une belle guelta en tout cas, je l'ai visitée. Très très belle guelta. Ouais, on voit des poissons, on voit des insectes, exactement. on voit des oiseaux, il y a une faune, une flore à respecter. Et il ne faut pas nager dedans. Parce qu'on va perturber la faune. Oui. Oui, et bien sûr. Oui. Mais c'est beau. Il ne faut pas nager dedans. T'as vu nager dedans? Ah oui, Non. Ah oui, on a fait un petit plongeon comme ça. Voilà, les gens vont là-bas et nagent en pensant que c'est toléré. Il n'y a pas de gardien immédiat comme ça, mais c'est strictement interdit. Comme il est strictement interdit, quand on va en vacances dans ce genre de lieu, d'écrire sur les murs ou d'emporter un morceau des murs où il y a des gravures. Oui, ça s'est produit. On n'aimerait pas que ça se reproduise. Voilà. Sinon, c'est un très très bel endroit. C'est paradisiaque quand on regarde les images. J'avais fait un montage où on peut voir. Oui, on a vu quelques images où on voit toute cette diversité. On retrouve des animaux qui sont en voie de disparition. Le fennec, le Phenecus zerda, le petit, celui qui représente l'emblème de l'équipe nationale. Oui. Il est, alors on le retrouve surtout en Algérie, c'est vrai en Afrique du Nord, mais surtout en Algérie et en Arabie Saoudite. Lui, le petit animal très mignon, le renard, comment on l'appelle? Le renard des sables, voilà. Lui, on le retrouve là-bas et il est en voie de disparition. On retrouve aussi le guépard saharien, on retrouve la gazelle, j'avais donné des photos, la gazelle d'Orca, elle aussi elle est en voie de disparition. Et pour le guépard, il y en a un, c'est une équipe du parc de Lahgar, de l'OPNA qui l'a filmé il y a quelques... Je crois que le célèbre plusieurs fois. Il a été filmé plusieurs fois. Il a été filmé. Il y a des spécimens. Oui, voilà, il faut savoir qu'il y en a à peu près, ce qui reste dans le monde, c'est 200. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc il y en a là-bas. Ce qu'on voit, c'est la gazelle d'Orca. Ça, c'est le mouflon. Le flot à manchette qu'on voit justement grimper sur les petites. C'est ça. Donc c'est ce genre de choses qu'on peut voir. Oui. C'est bien sûr pas, c'est Janet, donc c'est le Tassili. C'est pas loin du Céphar. Je rectifie, c'est pas Sahnouni, c'est Belbachir. Belbachir. Voilà. En fait, il y a une grosse équipe. De toute façon, ils ont eu 23 000 heures de rush. Ils l'ont filmé. Ça a pris de gros moyens, une grosse équipe. C'est important parce que s'ils venaient à disparaître, ce serait vraiment triste pour la région. Sinon, il y a une faune et une flore énormes qui relèvent de la richesse du patrimoine algérien. Oui, et voilà. Vous disiez tout à l'heure, Samira, que c'était peuplé depuis le néolithique. Oui. Et il y a, en tout cas, dans cette vallée d'Ihrir, des spécimens de l'habitat touareg le plus authentique, qui raconte aussi l'histoire, justement, de cette population qui a, à un moment donné, choisi la sédentarité ou faisait aussi... passer aussi par les lieux. Alors, il est connu que les Touaregs... Alors, c'est une région qu'on partage bien sûr... une culture qu'on partage bien sûr avec la Libye, le Niger et le Mali. Tout à fait. Voilà, donc les tribus en fait Touareg qui sont sur ces 4 pays ont des liens d'abord, ont une filiation, mais en plus ont cette habitude ancrée depuis toujours et de se déplacer d'un point à l'autre par rapport à l'eau. Tout à fait. Et en général, ça ne dépassait pas les 100 km. Donc, ils se déplacent par rapport à l'eau. Quand l'eau vient à manquer, c'est tout à fait normal qu'ils se sédentarisent. Oui, absolument. C'est la sécheresse qui a fait que les peuples du désert se sont rapprochés des villes. Et pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Ils ont la taguilla pour. Et oui, et la célèbre tente touareg a cédé la place à la zriba, ce qu'on appelle la zriba, c'est une petite hutte comme ça, qui a été l'habitacle des premiers touaregs sédentarisés. À la terre. Donc à Ihrir, on a ce témoignage vivant. Il reste toujours des zribettes. Je crois que les 3/4 du territoire de Janet est protégé par
par le patrimoine, par l'UNESCO. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on puisse. Et ce serait dommage de construire autrement qu'avec les matériaux locaux. Ça aurait été bien. Non, il ne faut pas construire. Oui, mais malheureusement, il y a aussi des villages qui sont nés autour des petites villes. C'est ce qu'on appelle la modernité. La modernité, absolument. Oui, voilà. Absolument. Après, les gens ont droit à un confort. Maintenant, le confort, il faudrait qu'il soit... l'expérience de notre ami Aziz Bacha, qui a innové à l'époque avec ses matériaux de construction bioclimatiques. Je pense que ça a été l'une des... C'est plutôt du côté de Tamna Rasset. Oui, mais enfin, dans la région, dans l'espace, en fait. Effectivement. Oui. C'est, je crois, l'une des premières maisons en architecture de terre aussi élaborée. Hein. Ouais. L'une des plus belles, avec des techniques. Je crois que l'architecte et l'ingénieur sont allés se former même en Inde. Les machines ont été aussi apportées d'Inde parce que la brique, pour comment on va dire, s'adapter au climat et au lieu, il fallait une technique utilisée aussi, par exemple, au Mali ou au Niger. Absolument. Voilà. On salue en tout cas tous les architectes défenseurs de l'architecture de terre chez nous et ailleurs. Voilà. Il faut, c'est ce qui est supportable pour la région, en tout cas, pour le climat. Absolument. Ça ne sert à rien de mettre du béton. Absolument. Voilà. Et puis donc, c'est une destination de rêve en ce moment. On peut y aller jusqu'à mars-avril, avant le début des vents de sable et des chaleurs. Voilà. Merci beaucoup, Samira. Merci beaucoup. Donc, Yazid, par quoi allons-nous? Oui, on va de Boussaada à Janet et on revient en Kabylie, puisque l'Algérie, c'est un pays continent. Absolument. Et j'ai parlé de l'olivier et j'ai expérimenté un mot, l'olivier-thérapie. Donc j'étais un peu, je me suis vraiment reposé. C'était un moment vraiment de thérapie. De symbiose avec l'olivier. Avec l'olivier. Je vais pas dire, enfin, j'ai pas trop parlé, mais je vous invite à voir cette petite ce petit stand-up. Ce moment de plaisir. Oui, ce moment de plaisir, ce petit stand-up en honneur à l'olivier. Bonjour, nous sommes en pleine cueillette des olives. Nous sommes ici, donc dans ce village de Ain Meziev, de la commune de Tilmitin à Tizi Ouzou. Eh bien, voilà, donc on est face à cet arbre millénaire qui est l'olivier, dans toutes ses variétés, avec l'azérage, avec le chemlel et puis la cigoise, celle qu'on est en train de cueillir. Et pour cueillir, donc, il faut de l'effort. Il faut de l'effort parce que déjà, il faut découper un peu les branches pour pouvoir les cueillir tranquillement. Bien sûr, il faut étaler ces filets verts comme vous voulez. Voyez, donc voilà, c'est ça. Et puis, l'olivier, c'est un arbre millénaire. Et puis, on est en pleine fusion avec cet arbre, et avec son écorce, avec son tronc, avec ses feuilles, avec les olives, les vertes, les noires aussi. Il y a aussi des olives qui sont un petit peu rouges. Et voilà, aujourd'hui, il y a une bonne récolte, mais malgré les effets du réchauffement climatique, du manque d'eau, etc. Et puis, je vais vous parler également de ce rapport fusionnel avec l'olivier. Il faut dire qu'il y a une certaine oliothérapie, donc la thérapie avec l'arbre, l'oliviculture ou l'oliethérapie. Donc il y a vraiment de la guérison avec l'arbre à dire, l'arbre à tout dire, pour paraphraser Mohamed Dib. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes, et surtout aux gardiens des lieux d'Amouh, la longévité de l'olivier. La longévité de l'olivier. Voilà. Bientôt, on aura un poème sur l'olivier. Il en est capable. Voilà. Il en est capable. Et puis j'enchaîne sur le symbole de la paix qui est l'olivier et de la Palestine, et d'une femme algérienne qui est Leïla Nordine. Leïla Nordine est une résistante algérienne décédée au Liban suite à un bombardement israélien. Et elle est la fille du grand comédien, de l'homme compositeur-interprète Cheikh Nordine,
qui était un acteur qui a joué dans le célèbre film Les Hors-la-Loi de Tawfiq Fares. Et cette femme qui est née en 1948 du côté de Birmond Raïs, donc juste à la montée vers les Castors, et elle a fait journalisme. Et avec l'équipe de Ahmed Ali, avec tout, les années 70 où l'Algérie était la capitale des révolutionnaires, comme disait Amilcar Cabral, et elle est partie donc dans les années 70 rejoindre le FPLP de Georges Habash, et elle s'est impliquée pleinement dans ce combat contre le sionisme et contre l'entité sioniste. Mais il faut rappeler qu'à 10 ans, en 1958, elle a manifesté son courage et sa bravoure en ayant un sang-froid face à une situation où un fidèle a jeté une arme pour se cacher parce qu'il était poursuivi, et elle a pris l'arme d'une manière avec un sang-froid, et par la suite, elle l'a remis aux Fidayyin et aux Moudjahidines, donc dans la région de la zone autonome d'Alger. Et rappelons qu'elle est parmi beaucoup d'Algériens à l'époque, dans les années 70, qui ont pris part à ce combat libérateur. Elle était connue pour être elle était dans les cellules aussi de Mohamed Boudia, qui n'est pas présenté, avec Bezouane, avec celui dont on a parlé la dernière fois, donc Bouker Shah, el-Jazairi. Donc voilà, en fait, Khaled el-Jazairi, en fait. Et donc, je voulais rendre hommage à cette femme, courage, à cette héroïne qu'on ne connaît pas, en fait. Oui. Qu'on ne connaît pas. Absolument. C'est bien de rappeler son Mis à part ce milieu des intellectuels progressistes des années 70, moi je viens de découvrir ça sur un article de Hamid Tahari sur Al-Watan, et aussi Ourabah aussi, qu'on a écrit sur les réseaux sociaux, et également d'autres journalistes algériens, puisqu'elle a fait journaliste. Elle était dans les années 70 parmi les premières promos du journalisme, et elle était par la suite, elle a fréquenté un peu les milieux progressistes des années 70, notamment le cercle Talba Abdelrahman, etc. Et par la suite, elle a décidé de s'engager pleinement pour la Palestine. Et elle est morte. Courageux. Elle est morte dans les années 70 suite à un bombardement. Il faudrait un film pour lui rendre hommage, plus que ça d'ailleurs. Oui, puisque après, il a fallu des années pour restituer le corps. Et puis il y avait Yana, en fait, qui était un dignitaire, en fait, un ancien du parti du FLN, qui a présenté les condoléances de l'État à la famille de Cheikh Nordin. Voilà. Allah yarhamah. Et puis pour rester dans la Palestine et rappeler un peu ce qu'a fait l'Afrique du Sud en tant qu'État, qui a déposé plainte contre Israël. Elle a saisi carrément la Cour de justice internationale. Pourquoi la Cour de justice internationale? Parce qu'en fait, Israël, ou l'entité sioniste, a ratifié cette convention contre le génocide. Donc cette convention de 1948 a été en fait ratifiée par l'entité sioniste, et c'est pour ça que l'Afrique du Sud a réussi à introduire cette requête et à introduire cette plainte contre Israël pour crime du génocide. Parce que le génocide, en fait, c'est une tentative d'exterminer une partie ou tout un peuple pour des raisons raciales, religieuses ou ethniques. Donc, et après, ils ont un dossier de 48 pages où ils énumèrent un peu tous les crimes, commençant par les enfants, les hôpitaux, les plus de 22 000 morts depuis, ça fait plus de 80 jours. Donc, ils ont tout un dossier, et Israël va comparaître le 11 janvier pour répondre le 12. Ils vont répondre à ces accusations et à ces crimes de génocide. Donc, en fait, chapeau pour l'Afrique du Sud, parce qu'ils l'ont fait. C'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'un État, non seulement il rompt les relations diplomatiques, en plus de ça, il saisit carrément
la Cour internationale de justice, dont l'antisécessionniste est signataire de cette convention. Parce qu'ils ont essayé la Cour pénale internationale, mais malheureusement, Israël n'est pas signataire reconnaît pas la Cour pénale internationale. Du coup, ils ont saisi la Cour internationale de justice, qui est l'un des mécanismes de l'ONU pour permettre aux États qui sont victimes de génocide de saisir de dénoncer. Oui, pour dénoncer et saisir. Parce que par la suite, il y a des poursuites judiciaires contre les responsables de ce génocide. Il y a des responsables de ce génocide. C'est l'entité sioniste. Voilà. On espère que ça aboutira. C'est peu de choses pour les victimes. Oui, absolument. Oui, mais c'est un État qui prend ses responsabilités. Non, mais c'est peu de choses de le faire. C'est-à-dire, il faut le faire. Oui, bien sûr. Non, en fait, il y a beaucoup d'organisations. Il y a plus de 300 organisations qui ont... À travers le monde. Oui, à travers le monde, en Algérie, en France, beaucoup d'avocats en Belgique, partout, ils ont saisi les deux instances, en fait, la Cour pénale internationale et la Cour de justice internationale. Voilà, on espère que ça aboutira à quelque chose, Inch'Allah. Et puis voilà, vous parliez de l'Atlas tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure plutôt des hauts plateaux et des Aurès. Oui, des Aurès, parce que j'ai trouvé en fait une ancienne photo au noir et blanc. Il y a beaucoup de photographes qui ont immortalisé les Aurès, dont Germain Tillon, dans pas mal aussi de photographes qui ont immortalisé un peu des scènes. Et parmi ces scènes, il y a la scène de Takourt, où ce jeu de ballon, donc notre propre hockey en fait, qui se jouait à l'arrivée du Yennayer et puis aussi pour accueillir le printemps. C'est une image en fait qui est un symbole de floraison, du printemps, c'est un symbole aussi de fécondité et de ce rapport à la terre nourricière. Et puis nous souhaitons à tous les Algériens un bon Yennayer, puisque nous allons le célébrer dans quelques jours. Dans quelques jours, on y sera, effectivement. Et c'est vrai que le rapport à la terre est très important. Je pensais qu'on allait voir des images par rapport à ça. Oui, je pense qu'il y a une image en noir et blanc, mais comme je pense qu'il est en train de la préparer, parce que cette image, pour la prendre, il a fallu vraiment voir le lieu, voir un peu prendre un peu... Voilà. Elle a fini par arriver, cette image. Donc on voit donc dans l'espace oasicien, dans l'espace... Mais il joue avec quoi? C'est une canne? C'est quoi? Ça se joue entre deux groupes avec un genre de ballon qui est confectionné avec des feuilles, avec... Oui, c'est fait court. Avec de la laine, un peu de cuir, tout. De la peau de chèvre. Oui, la peau de chèvre. Et puis on appelle fait court ou de bourra, ou chacun comment il appelle. Voilà. En tout cas, Yennayer, c'est aussi propice pour déguster les plus bons mets et pour des plats de partage parmi les plus célèbres. En tout cas, on espère que votre table sera... très copieuse. Et voilà, j'ai l'honneur et le plaisir aussi, mes amis, d'annoncer donc une nouvelle rubrique qui a été entamée aujourd'hui. Donc c'est Soumeya Zerouali qui s'intéresse de très près à l'art culinaire algérien. En attendant, nous allons prendre un voilà, je vous laisse un petit peu déguster vos jus respectifs. Et voilà, tout de suite, j'invite le téléspectateur. Merci les amis. Et j'invite nos amis téléspectateurs à découvrir Saveurs d'Algérie avec Soumeya Zerouali. C'est parti. Bon appétit. Ce programme vous est présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. C'est les Saveurs algériennes, votre espace culinaire du matin. Je suis toujours en compagnie et en très bonne compagnie du chef Fatah. Comment ça va, chef, aujourd'hui? Alhamdulillah, et vous-même, Soumia? Alhamdulillah. Alors, on a la pêche? Ah oui. Parce qu'il va nous en falloir. Oui, on va voyager. Et oui, on va voyager et on va vous emmener en Italie. En Italie, exactement. Vous préparez une recette? C'est la focaccia de pain. C'est un pain, mais c'est pas de la pizza, c'est un pain. Entre pain et pizza? Non, même pas. Mais bon, l'apparence, c'est des pizzas, mais c'est pas de la pizza. C'est du pain. C'est du pain. Allez. Voilà. Molto bene, chef. Molto bene. On commence? On commence. Alors, pour notre recette de focaccia.
Focaccia, voilà. Parfait. Pour notre recette, on va avoir besoin de farine. Farine, bien sûr. Évidemment, farine Voilà. blanche. Voilà. Alors combien 250 grammes, on reste toujours dans les... on va faire 3 à 4, comme ça. 3 à 4 D'accord. pains. Ah, d'accord. 3 à 4 focaccia. Voilà, c'est ça. Donc, 250 grammes de farine. On aura besoin également de semoule. De semoule, pas beaucoup, juste 2 petites cuillères comme ça. 2 petites cuillères de semoule fine. Non, moyenne. Moyenne. Moyenne, D'accord. voilà. Parfait. On aura également besoin Une petite cuillère à café de sucre. de sucre. Voilà. Et bien sûr, le produit magique. L'ingrédient nécessaire. Donc, Saf instant. oui, levure boulangère, saf instant. Voilà, c'est ça. On aura Et du également sel. besoin Et du sel. de sel, Voilà, c'est ça. de l'eau, de l'huile, De l'huile d'olive. l'huile d'olive cette fois. Voilà, cette fois-ci, c'est Alors, l'huile notre d'olive. huile d'olive Elle est aromatisée, toujours. Aromatisée. Toujours. avec donc du thym et des feuilles laurier. de laurier. Voilà. Et on aura besoin Et de l'eau. Et de l'eau. Pas Et c'est tiède. de l'eau, hein. C'est de l'eau. C'est bizarre. Hein. Voilà. Chaque fois qu'il me dit c'est de l'eau, C'est de l'eau. j'ai envie de lui dire ahlaf. Parce que Non, non, franchement, c'est de l'eau. mais rassurez-vous, amis téléspectateurs, c'est juste l'effet. Voilà, c'est l'effet du péché là, qui donne le reflet. Le reflet ou la le couleur, reflet ou comme la vous voyez couleur ici. de. Mais à l'intérieur, c'est réellement de l'eau. C'est de l'eau, voilà. Allez. Exactement. Allons-y. On Donc, va commencer. commence. D'accord. On va mélanger tous nos ingrédients secs. Sec comme d'habitude. On va voilà. rajouter de l'huile d'olive. Combien À peu près une tasse À thé. café ou à thé. Voilà. Voilà, une tasse à thé d'huile voilà. d'olive. l'ajina tana. Comme d'habitude. Voilà. Oui, comme d'habitude, ça se passe partout dans le monde comme Exactement. ça. Voilà, pour ce qui est du pain. Et après, le mot la pâte avec de l'eau. Avec de l'eau. De l'eau à Voilà. température ambiante. En température ambiante. Là, on a une pâte qui est prête. Voilà, exactement. Je vais la récupérer du Parfait, s'il pétrin. vous plaît. Voilà. Le chef va récupérer donc notre Je vais la- pâte. Elle est dans le bol de notre pétrin. Voilà. Allez, on va récupérer la pâte, chef, on va la façonner. On va la récupérer. Elle Et n'est pas collante. focaccia. C'est une pâte qui n'est pas collante. Vous pouvez la. Oui. Voilà. Oui, effectivement. C'est vraiment du pain, d'accord. Ouais. D'accord. Donc, et on va former trois, je pense trois, oui. À l'ancienne, hein. Oui, allons-y. Sans Oui. coup de pâte. Sans coup de pâte. Voilà. Donc, on va faire ça. Voilà. Voilà. Et voilà, effectivement, il y avait trois. 3. Voilà, c'est ça. Donc, pour 250 g de farine, on obtient donc à peu près Bon, ça dépend de la grandeur. On peut mettre 4, mais 3. diminuer. Voilà. Voilà. Enfin, C'est- 3 c'est ça. petits focaccia. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moyen, on va dire. Voilà. Et on va Allez. le laisser Couvrir. reposer, couvrir, Mhm. avec un linge propre bien sûr, Oui. dans un endroit sec pendant une vingtaine de minutes. Oui. Et puis, on va façonner notre pâte. Alors, Voilà. la petite histoire du ou de la focaccia, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, on n'en sait rien. On n'en sait rien, oui. Mais en tout cas, moi, je voudrais que vous me la racontiez, cette histoire. Voilà, c'est du pain. Oui. Carrément, c'est du pain qui nous vient d'Italie. Oui. Voilà, c'est pas de la pizza, Mhm. parce qu'en Italie, ils façonnent par plusieurs façons la pizza. Ils essayent de lui donner une autre forme. Oui. Voilà. En tout Mais cas, cette c'est les fois-ci, rois de la pizza, hein. voilà. Cette fois-ci, c'est une pâte à pain Oui. et on peut faire de la focaccia. Voilà. D'accord. Alors, Voilà. dites-moi, c'est du pain traditionnel. Traditionnel que j'utilise moi-même au restaurant. Voilà. Ouais. Donc, Et c'est très connu en Italie, partout. Oui, c'est connu en Italie. D'accord. Moi ici en Algérie, mais en Italie c'est connu. Avec quoi on l'accompagne généralement? Ben, avec un bon fromage, on peut le consommer comme ça seul, parce qu'il y a des ingrédients D'accord, oui, qu'on va voir à par la côté. suite. Pas, bien Oui. sûr, je vais vous montrer comment on va faire après. Très C'est bien. pas uniquement du pain, de la pâte toute seule comme ça qui va être cuite. Hein, je vais vous montrer comment. D'accord? L'astuce du chef et le secret du chef, Voilà. c'est tout de suite après ceci, amis téléspectateurs.
عيد ميلاد سعيد صار فانسون 50 سنة وإحنا معاكم وما زال. On a bien travaillé, on a façonné nos pains. Alors chef, Ah oui. ça a bien pris? Oui, ça a pris. Impeccable. Voilà. Et regarde nos focaccia, comment ils sont. Oui. Maintenant, à l'état brut. Hein. Voilà, donc Voilà. on a façonné nos pains. Voilà. Vous voyez un peu la forme. C'est Voilà. facile. Voilà. On le pique. Voilà. On le pique avec ça. Voilà. Ça Donc se vend, maintenant, ça oui, ça se vend, oui. Un peu Oui, partout. oui. Un peu partout, oui. Ouais. On peut trouver. Ça rend les choses, la vie tellement Bah, c'est mieux que la fourchette. C'est vrai. Voilà. Allez. Donc je vais vous montrer comment on va procéder pour façonner nos. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ici, moi j'ai des oignons, Oui. des olives. Vertes, Des noyautés et des poivrons. Moi, j'aime bien ce mélange. Coupé finement. Hein? Finement, voilà, exactement. Et puis maintenant, on peut mettre des tomates cerises, on peut mettre carrément des tomates, on peut mettre ce qu'on veut. Ça, Mais moi, ça, je préfère ça. Vous respectez la recette? Moi, je préfère ça c'est pour la texture. Il y a oignons, olives et voilà. Donc, et je à vais votre montrer. convenance. Vous pouvez m'aider. Hein. Oui. Vous pouvez, je tiens comme ça. D'accord. Allez-y. Moi, je vais décorer le deuxième. Voilà, allez-y. Allez-y. Voilà. Pour ça, on aurait pu quand même faire appel à notre réalisateur, Khalden Khaldoun, qui lui est très manuel. Il peut nous aider, oui. Il peut nous aider. Bah oui. Allez, on va faire appel à Khéro. Khéro. On vous laisse une. Alors. On vous laisse une. Libre cours. Ah, Oui, très bien. super. Très bien. Merci. Donc il faut juste faire comme ça et poser les poivrons comme ça, les Allez, oignons au je choix. te laisse oui. la place, je te Voilà. laisse faire. Voilà. Moi je vais terminer celle Pour de ça, je sais Soumeya. que je peux compter sur toi, hein, Khéro. Voilà. Voilà. Je vous laisse la place pour décorer le deuxième. Hein. C'est au choix. Non, c'est pas la peine d'enfoncer le. Je suis juste déposé dessus. Voilà. Et je savais que ça allait faire joli. Hein. Ouais, ouais. Il est en train de sculpter. De sculpter, voilà. Voilà, un filet d'huile d'olive. Ça fait toujours Voilà. du bien, Voilà, l'huile comme d'olive. ça. Je reprends ma place? Oui. Très bien, ok. Voilà, Vas-y, merci beaucoup, Khéro. voilà. Et on va directement enfourner. Il y en a qui mettent du fromage. Moi, je n'aime pas beaucoup le fromage. Et bon, ça fait. Ça fait trop salé. Voilà, à exactement. votre sens. Voilà. Donc, regardez. Parfait. Et ça va cuire comme Et ça. ben voilà. Voici, mesdames et messieurs, je vous présente Focaccia. Focaccia. Ça va partir au four. Ça va partir directement au four. Allons-y, chef. Donc, nos focaccia sont prêts. Ils sont partis au four. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie que ça soit masculin, focaccia. Un focaccia. Je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, ils sont partis au four pour combien de temps, chef? Pour moi, ça va être maximum 5 minutes. 5 minutes. Maximum 5 Oui, minutes. ça va cuire dans un four, bien C'est un sûr. four professionnel, il ne faut pas l'oublier. Chez vous, ça C'est va pas- prendre un peu plus ça, de temps. Ça va prendre à peu près une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes. Et préchauffez votre four, Ouais. très important. À 180? 200? À 250. 250? Oui, le max. Ouais, ouais. Ah, carrément. Carrément. Ça va pas cramer. Non. Non. Promis juré. Promis juré. Bah, on fait confiance au chef. Voilà. Donc, on va laisser cuire notre pain et on se retrouve, bien évidemment, Pour la dégustation. pour la dégustation. Allez, focaccia pour tous. Et voilà, notre focaccia est prête. À la bonne heure. Voilà, on va la déguster avec l'équipe. Regardez-moi Voilà. ce beau pain. Voilà. Vous voyez, c'est du pain. Mais maintenant, il lui reste une petite astuce. Je Ouais. vais vous montrer. D'accord. Donc, on va l'arroser d'un petit peu l'huile d'olive encore, comme ça. Huile d'olive. Voilà, comme ça. Ça sent Voilà. très bon. Voilà. Et bien sûr, on va le couper.
On On va couper notre pain pour que vous puissiez la déguster avec l'équipe. avec l'équipe, oui. Voilà, c'est ça. L'équipe qui a bien travaillé, Ah, à ils qui ont on bien rend travaillé. hommage aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et je vous laisse l'honneur de déguster. Ah, ça sent très bon. On va Voilà, il goûter. y a l'odeur du poivron déjà et l'huile d'olive, aromatisée peu bien chaud. sûr. Oui. Chez vous, vous pouvez attendre que ça refroidisse pour goûter. Yes. Moi, j'ai pas pu résister. Voilà, je vais vous, Ah oui, vous aider. merci. Je vais vous aider. Merci beaucoup. Voilà. Alors, C'est chaud, il faut faire attention. alors, C'est pas de la pizza. Non, du pain. c'est du pain, voilà. Une autre façon de manger le pain. Mais du pain Voilà. assez spécial. Assez le spécial, goût est oui. bluffant. Franchement, c'est Voilà. Il y a le très côté bon, ça. croustillant, Mhm. voilà, et le côté fondant à l'intérieur, voilà, ça fait. délicieux. Voilà. Un véritable délice. Voilà, بصحتكم. Une recette à reproduire chez vous, c'est une recette simple. Bien évidemment, sans oublier donc l'ingrédient Oui, principal principal. pour ce qui est du pain. Donc la levure, on l'appelle bien la levure de Boulanger. boulanger. Voilà, Levure exactement. boulangère, Voilà, ça fait instant, voilà. ça fait instant. Voilà, c'est ça. Merci chef. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Moi, j'ai- Et on laisse l'équipe déguster notre Ah focaccia. ben, on laisse l'équipe déguster. Voilà. Ils l'ont bien mérité en tout Voilà, cas. ils ont bien travaillé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle, donc un nouveau numéro de Saveurs algériennes, toujours en compagnie de Chef Fatah. Et c'est toujours avec un plaisir, Plaisir un et grand partage. plaisir, chef. Plaisir et partage. Merci. Allez, on va leur dire pas à la fin. Qala khair. Salam. Salam. Ce programme vous a été présenté par Saf Instant. Saf Instant, depuis 50 ans à vos côtés et pour longtemps encore. Voilà, bon appétit hein, pour ceux qui sont déjà à table pour une quelconque dégustation. En tout cas, Salam, Souaya Zalouali, on vous retrouvera la semaine prochaine certainement pour la rubrique saveurs algériennes. En tout cas, on continuera de parler de couleurs algériennes, de patrimoine algérien dans cette émission jusqu'au bout, avec cette fois-ci la présence parmi nous de l'architecte paysagiste Kamel Eftisen qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes, natif d'Azefoun, vous me disiez. Exact. Voilà. Les habitants d'Azefoun sont jaloux de leur patrimoine, qu'il soit musical, immatériel ou matériel en général. Oui, ça n'échappe pas à tout le monde que c'est une région qui a emprunté quand même pas mal, je dirais, d'artistes surtout. Beaucoup d'artistes, beaucoup de techniciens, beaucoup d'architectes comme vous. Donc c'est une très belle région côtière. Donc à l'origine c'était une petite bourgade, un petit village qui s'est agrandi, maintenant c'est une ville. Mais bien sûr, si je cite les villages et les bourgades, c'est parce que vous allez nous parler essentiellement de ces beaux villages qui jonchent un petit peu nos montagnes et qui font tout le charme des montagnes du Durdura, entre autres. Absolument. Très très beau village, au fait. Mais malheureusement, il faut le dire, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis ici chez vous, pour parler un petit peu de ce... Il est malheureux de le dire qu'il est en péril, c'est-à-dire ces villages sont en péril, vivent des difficultés. Je précise, on parle là des anciens villages, c'est-à-dire de l'ancestral. Et puis, voilà, donc c'est un cri d'alerte, c'est une sonnette d'alarme qu'il faut tirer. Et c'est notre cause, comme on l'appelle, c'est-à-dire d'essayer de vulgariser et faire passer le maximum le message. On parle de la Kabylie pour faire le point avec ce qui se disait tout à l'heure au symbole de la Kabylie qui est l'olivier. Là, c'est un autre symbole, c'est l'architecture locale. Absolument. Bien sûr, si on va évoquer la Kabylie dans notre terrain de curiosité, il ne faut pas oublier que l'Algérie en tant que continent recèle plusieurs sites qui sont dans la même situation. Je citerai très superficiellement l'architecture aurassienne, ce qui se passe au niveau des Aurès, ce qui se passe au niveau d'Exor,
et j'en passe. Donc, oui, l'architecture ksorienne aussi est menacée de disparition. Absolument. Je pense que et ça m'a été rapporté par un de vos confrères, vous aussi, vous avez appuyé là-dessus, c'est que ce sont surtout tous ces villages ou ces lieux qui ne sont plus habités, qui sont le plus en péril. Oui. Et il faut rappeler que ce qui a mis ces sites dans des situations pareilles, c'est tout simplement un phénomène qui s'est produit durant le temps et qui se produit peut-être même jusqu'à maintenant, c'est le phénomène de l'abandon. D'ailleurs, c'est la thématique qu'on traite au niveau de l'université. Dieu merci, et j'ai saisi l'occasion pour remercier le département d'architecture d'Alger, où j'enseigne, à leur tête M. Zmouri, le chef de département, qui nous a donné cette possibilité, qui nous accompagne très sérieusement dans la préservation de ce programme déjà, qui prend en charge l'aspect de la tentative, je dirais, la tentative de préservation. Préservation et conservation de absolument, oui, mais ce qui est important, c'est qu'on le fait dans un cadre universitaire. C'est-à-dire, vous savez, à l'université, le rêve est permis. Donc on peut se permettre des fantaisies de ce qu'on va faire, parce qu'on va éventuellement, au cours de l'émission, on va parler du sort réservé à ces sites-là. Voyez, oui, tant qu'on est dans la théorie, on peut, c'est vrai, élaborer des hypothèses, proposer des solutions, qu'elles soient applicables ou pas. Mais effectivement, donc en qualité d'enseignant d'architecture à la fac centrale d'Alger, la faculté centrale d'Alger, vous essayez d'inculquer, j'imagine, toutes ces notions, toutes ces valeurs à vos étudiants. L'amour de ce patrimoine et puis aussi la curiosité de découvrir les particularités de chaque structure architecturale. Absolument, parce que vous savez, si André Ravero, après avoir visité les sites de Raldaya, on a fait un livre qui s'appelle d'ailleurs Raldaya, le Mzab plutôt, une leçon d'architecture. Et bien ma foi, on peut dire qu'on a plusieurs leçons d'architecture ici chez nous. Au fait, d'ailleurs, ces sites-là dont je parle, la Kabylie entre autres, les villages ancestraux de la Kabylie entre autres, ne sont que des ouvrages, des livres qui sont ouverts. Absolument. Ils sont là. On n'a pas à aller chercher très loin. Tout est là, donc on peut. Et c'est l'occasion de prendre en charge tout cela. Et quand on a évoqué l'université, c'est que c'est un moyen, l'université, on va dire, on va peut-être gêner un petit peu les étudiants, on va dire que c'est une main-d'œuvre qui est là à exploiter, parce qu'à travers eux, on arrive quand même à cartographier, à faire des relevés, etc., etc. Tâches qui devraient être très faciles pour les autorités, mais ça ne cadre pas avec les programmes de l'autorité, malheureusement. Voilà, le quotidien. Exactement, nous, à l'université, timidement, il faut le dire, mais quand même on persévère, c'est essayer de créer tout ce répertoire déjà cartographique, etc. Une vraie banque de données relative à chaque village. On ne peut pas faire chaque village. Oui, mais j'ai dit que vous avancez doucement mais sûrement. Absolument, on espère. J'espère qu'il y aura, les gens vont se pencher sur vraiment ce problème. Et heureusement, il y a des tentatives. Parce que vous savez, quand on voit des images comme ça, des sites qui sont qui crient au secours, en fait, c'est-à-dire après tout, c'est ce qu'a enduré cette architecture, mais elle est encore debout. Et là, c'est des leçons, des techniques, de savoir-faire, etc., qu'on ne doit absolument pas négliger. Ça me rappelle des efforts consentis par l'association Djoua il y a quelques années. Donc c'est à Béjaïa qui était domiciliée cette association. C'est un groupe de citoyens qui se sont rassemblés pour préserver, reconstruire à l'identique leur village ancestral, ce village de Djoua, qui n'était plus habité, donc qui était menacé de disparition. Et ils ont créé autour un très bel événement, le festival de Djoua, un festival fabuleux, extraordinaire, au sommet d'une montagne et qui permet de collecter des fonds, d'attirer l'attention sur ces villages. C'est ce que vous recommandez dans vos travaux. Vous me tendez bien à la perche, parce que, au fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que la bonne volonté
existe d'une manière extraordinaire. Vous savez, quand on sillonne comme ça les villages et on est en contact direct avec la population, surtout locale, hein, les gens qui sont sur place et même les gens qui viennent d'ailleurs, hein, c'est-à-dire il y a vraiment cette volonté d'essayer ou de tenter de faire quelque chose. Oui, absolument. Mais malheureusement, je dirais, des fois, ça sort un petit peu du cadre de vraiment préservation dans le bon sens du terme, et on verse un petit peu dans la folklorisation qui risque de faire mal justement à ces bouts de sites qui restent encore debout. Vous voyez, je citerai par là le prix du village le plus propre de la Kabylie. Vous voyez, donc c'est la collaboration de tous les gens du village, vous voyez, avec rien du tout, ils peuvent faire des merveilles. Mais des fois, ça sort un petit peu du cadre de préservation tel qu'on l'entend, nous, académiciens, qui sont là, et ça va, et ça va un petit peu dans le folklore, il faut le dire. Donc, vous voyez, c'est ajuster, juste un petit ajustement à faire pour avoir des résultats vraiment extraordinaires. Et aussi, souvent, également, je ne sais pas si on peut dire que sauvegarder ces sites dans le sens de plan de sauvegarde, le PSSM-VSS, plan permanent de la mise en valeur et sauvegarde des sites protégés. Exactement. Des fois, ça nous crée beaucoup plus d'obstacles. Donc, vous voyez, c'est la coordination de tout un ensemble entre décideurs, entre citoyens, entre gens du domaine. Oui, c'est ce qu'a essayé de faire le ministère de la Culture tout récemment en organisant cette belle rencontre au Palais de la Culture entre les différents acteurs du domaine. Absolument. Et à travers ces échanges, on peut toujours aboutir à des idées nouvelles, voir l'évolution de telle ou telle initiative aussi. Absolument. Nous sommes dans la phase, je dirais, de... Vous avez participé au débat de sensibilisation. Oui, absolument. Et là, je ne dois pas passer l'occasion pour saluer la fondation HCA, Heritage City Arts and Architecture, à leur tête mon ami Ben Salem Farid et Lenger, qui ont, avec la collaboration du ministère de la Culture justement, la semaine passée au niveau du Palais, organisé un événement, c'est-à-dire une sorte de séminaire, des ateliers, etc., qui s'est étalé sur 3 jours, justement pour cette vulgarisation et cette mise en valeur du patrimoine qui nous appartient. Et aussi, aux choses très importantes, je discutais avec la dame tout à l'heure qui est passée pour le Tassili, c'est que, vous savez, à fleur de sol, on a pu prouver que nous sommes le deuxième berceau de l'humanité. Alors, ma foi, si on creuse 10 cm, on peut être l'origine de l'humanité. Mais pourquoi toujours ça nous vient d'ailleurs, alors que tout est là, c'est-à-dire c'est à nous de mettre en valeur ce qui nous appartient. Oui, vous voyez, absolument. Vous-même, vous êtes un chercheur infatigable, un chercheur indépendant, donc toutes les belles initiatives sont à mettre en œuvre. À prendre en charge, bien sûr, je suis plutôt un très grand curieux, je dirais. Curieux, chercheur, motivé par la défense du patrimoine et de la préservation pour qui ? Pour les générations futures, certainement. Absolument. Oui, c'est ça. Et justement, quand on a des images comme ça qui dénotent un savoir-faire avéré, et ça, ce n'est qu'une petite partie de la société ancestrale. Ça, c'est le travail d'une femme, exclusivement de la femme. Vous voyez, qu'est-ce que c'est le high design actuellement, c'est la grande qualité du design actuellement. Oui. Et nous, donc, on se donne cette obligation de mettre en valeur ça et de l'enseigner et de le perpétuer. Nos mamies le faisaient spontanément. Bien les sûr. mamies le faisaient spontanément. La femme décorait son intérieur dans ces beaux villages. Absolument. Avec beaucoup de cœur. Donc justement, on revient un petit peu à ces choses-là. Oui. Maintenant, si on a ça et on veut le mettre en valeur, la question que nous nous posons justement, c'est pour quoi faire ? À quoi ça va servir ? C'est-à-dire, on restaure
on doit maintenir ce qui est encore debout, on doit restaurer les pièces parties pour faire un petit peu reprendre l'image ancestrale, mais aussi, et c'est notre cause également, c'est de réécrire cette architecture, parce qu'il faut le dire, cette architecture, elle a toujours été en perpétuelle évolution. Elle a évolué. Ce n'est pas l'image qu'on a, l'image un petit peu figée de la maison kabyle, la maison tripartite où cohabitaient l'homme et l'animal, etc. Mais cette maison déjà a prouvé son évolution durant le temps. Et puis à un certain moment, justement dû à ce phénomène d'abandon, elle a un petit peu disparu. Absolument, alors qu'elle pourrait être exploitée comme gîte, comme lieu de tourisme, c'est-à-dire que ça peut être, mis à la disposition des touristes de tous bords, donc qui privilégient d'ailleurs le séjour chez l'habitant de plus en plus à travers le monde. Absolument. Et donc justement, mais nous, à l'université, on ne doit pas s'arrêter à cela. On ne doit pas s'arrêter à cela, on doit se projeter un petit peu dans le futur. Nous sommes en 2024, nous sommes au XXIe siècle, c'est-à-dire comment on peut faire de cette architecture une architecture contemporaine. Ce n'est pas reprendre la maison telle qu'elle était, parce qu'elle ne peut jamais être habitée de la sorte, on ne peut jamais cohabiter maintenant avec l'animal, mais on peut la faire évoluer. Et c'est un petit peu le projet que j'ai montré tout à l'heure, le projet de la mosquée qui a été un petit peu réalisé dans ce sens. Donc au moins, on va gagner dans cette histoire d'intégration aussi, de respect des chaînes, de réutilisation des matériaux, parce que ressusciter les matériaux, ça veut dire ressusciter le savoir-faire ancestral, etc. Absolument. Ben, sur cette idée, on va justement clore cette belle rencontre, M. Ftissane. Donc, ravi de vous avoir reçu ce matin, vous qui êtes enseignant à la faculté d'Alger en tant qu'architecte, aussi paysagiste, et voilà, très amoureux de son patrimoine. Vous le disiez, on va ressusciter des métiers, on va ressusciter des lieux, on va donner vie à tous ces beaux villages ancestraux et permettre à des générations futures d'en profiter. Merci infiniment à vous et à tous ceux qui étaient avec nous depuis le début. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Merci.